Hey, salam alaikum. Bandiraɓe Sekilaɓe, mi calminama on juurama. Bismillah mon, bonjour, bonsoir, et bienvenue dans notre podcast Ngawten. Ici vos deux sœurs, Fatih et Fatima. Bonjour Fatih. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et les vacances, ça se passe bien? Si. Parce que j'adore un peu, mais sinon, franchement, il y a le stress. Parce qu'il faut réviser pour les examens. Donc. Oui, mais quand même, il faut essayer de dormir et de se reposer quand même un peu plus. Et il ne faut pas trop stresser, Inch'Allah. Tu vas y arriver. C'est plus facile à dire qu'à faire là et là. C'est vrai, mais yallah bahna, comme on dit. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur un sujet aussi important que celui de la dernière fois. Bien sûr, en abordant toujours le même thème, études à l'étranger. C'est un phénomène dont souffrent énormément d'étudiants étrangers. Et c'est le mal du pays. Oui. Donc c'est un sujet encore peu discuté. Pourtant, il affecte presque tous les domaines ou tous les aspects de la vie de l'étudiant, notamment la motivation et parfois même la réussite scolaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on le ressent? Quand est-ce que ça commence? Quelles sont ses conséquences? Et surtout, comment vivre avec? Restez avec nous et on va en discuter, Inch'Allah. C'est parti! Déjà, pour commencer, on va d'abord définir ce qu'est le mal du pays. Fatih, comment définirais-tu le mal du pays? Le mal du pays peut se définir comme étant un sentiment de nostalgie, de manque, une envie de retrouver son environnement familier, et parfois un mélange de tristesse, de solitude, de frustration et d'anxiété. Et donc, ça regroupe plusieurs sentiments. Il y a le fait qu'on a envie de vivre avec les siens, et le fait qu'on soit obligé d'être loin d'eux, que ce soit à cause des études, du travail ou bien pour une autre raison. Et donc, ça crée un sentiment de frustration. Voilà. On se sent frustré et triste parce qu'on n'est pas rien et qu'on est loin d'eux. Exactement. Mais surtout, c'est une émotion profonde liée à l'éloignement de notre monde, de nos habitudes, de nos repères, de notre culture. Parfois, on a tellement envie de voir notre famille avec nos frères, de les voir grandir, surtout. Surtout ça. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Quand on est à l'étranger, on ne voit pas très souvent comment nos frères et sœurs grandissent. Et même les petits cousins. Oui, et nos petits cousins. Dis-toi comment, en fait, je commence même à oublier leur nom. Moi, je commence à oublier les prénoms des petits derniers. J'ai un peu honte de l'admettre, mais c'est le cas, en fait. J'oublie. C'est le cas. Surtout les plus petits, en fait. Parfois, tu ne retiens pas leur nom. Il y a les neveux aussi. Oui. Les nièces. Franchement, on aimerait tellement partager des moments avec eux. Et pendant les fêtes aussi. Surtout ça. Et ça, en fait, ça crée un sentiment de frustration. Donc, c'est tout ça réuni, je pense, qui fait qu'on parle du mal du pays. À quel moment le mal du pays commence vraiment pour un étudiant? Est-ce dès l'arrivée ou un peu plus tard? Très souvent, je pense qu'il apparaît dès les premières semaines ou les premiers mois de notre arrivée. Mais c'est pas juste à l'arrivée. Non, je pense que quand on vient d'arriver, l'excitation est toujours là. On est très enthousiaste de découvrir un nouveau pays, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Je dirais même parfois qu'on a hâte de vivre un peu seul. Et cette nostalgie donc apparaît quelques semaines après notre arrivée ou quelques mois après, quand on se rend compte vraiment qu'on est maintenant loin de notre famille. Tout un continent nous sépare de notre famille et qu'on voit les transitions qui s'opèrent. Notre nouvelle langue, on est obligé de parler cette nouvelle langue tout le temps. Nouvelle vie, nouvelle culture, de s'adapter à cette culture, à ces températures parfois très très basses. Et surtout la nourriture. Mais ça, je pense qu'on va y revenir. Donc, Fatih. Oui. Pour toi, c'était comment? Alors, pour moi, le mal du pays, je l'ai ressenti dès mon arrivée. Dès que je suis descendue après l'atterrissage, je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait. C'est comme si j'avais un pressentiment de tout ce qui allait survenir pendant les années suivantes. Je ne sais pas, mais moi, je l'ai ressenti dès le début, en fait. Dès l'instant que je suis sortie de l'aéroport,
je voulais rentrer chez moi. C'est le mental. Donc, tu fais. Dès que j'ai été au contact du vent glacial, là, je voulais rentrer chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, moi, j'ai des ressentis dès le début. Oui, peut-être que c'est l'intuition, en fait. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Et donc, qu'est-ce qui déclenche le plus le mal du pays? Oui. Est-ce le changement d'environnement, l'éloignement, être éloigné de sa famille, le stress des études? Ou c'est quoi exactement? Et donc, on peut dire que le mal du pays, en fait, il survient souvent quand il y a un changement brusque, mais de plusieurs facteurs en même temps. Et donc, quand on perd nos repères habituels et qu'on se sent un peu déstabilisé par ça. Et parmi les facteurs qui peuvent l'accentuer, on peut citer, tout d'abord le changement brutal d'environnement, comme on l'a dit. On est dans un milieu complètement différent de celui duquel on était habitué. On côtoie des gens différents aussi. Et oui, c'est vrai, le fait qu'on soit, par exemple, le seul ou la seule personne noire dans sa classe, ou bien là où on habite et tout, c'est vrai que c'est quelque chose, ça nous frappe en fait, parce on savait qu'on était des personnes noires, hein, mais là, c'est comme si on te le rappelle tous les jours. À chaque fois que tu vois les gens, tu te dis, ah, moi je suis différent. Tu es une personne noire. Exactement. C'est là que ça sort le plus en fait, surtout quand dans la classe. Il n'y a que toi, peut-être dans l'école également. Oui. Il y a peut-être une ou deux personnes de couleur noire. Pas beaucoup. Et dans la ville même, surtout les petites villes là, parfois il y a très peu de personnes noires. Donc là, oui, là vraiment, ça nous frappe vraiment. Exactement. Et aussi, il y a la perte du confort du quotidien. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'en fait, on était vraiment gâtés. Hein. Parce qu'au collège et au lycée, tout ce qui nous incombait, si on peut dire ça comme ça, c'était les études. On n'avait pas vraiment de responsabilité. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, tu deviens adulte, contre ton gré, tu commences à payer les factures, hein, le loyer, l'électricité, tu fais tes courses, mon Dieu, et tu dois cuisiner. Et tu fais des courses toute seule. Toute seule, Neysan. Alors que quand on était chez nous, eh bien, ce n'était pas le cas, Neysan. À la limite, peut-être si tu avais des repas à cuisiner, peut-être si ce serait le dîner le soir, ou des choses comme ça. Mais voilà. C'était acquis, mais franchement, ça n'arrive pas. Tu as des galères pour décider quoi cuisiner à ça. Et le fait de trouver une idée, c'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai manger aujourd'hui? C'est incroyable. Et donc, je peux ajouter également l'isolement social au début. Surtout si on est dans une ville avec peu de personnes de la nationalité que nous. Dans une petite ville, par exemple, comme quand on était dans notre ville à notre arrivée. Donc, on se sent un peu isolé et seul. Et il faut noter qu'en tant que Sénégalaise, hot flash, les Sénégalais ne nous reconnaissent pas. Et ça fait mal. En fait, je ne sais pas si on doit faire des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens qu'au Sénégal, il n'y a pas qu'il y a plusieurs ethnies, en fait, qu'il y a plusieurs ethnies là-bas. À chaque fois, on nous confond par des Comoriens ou bien. Vraiment, à chaque fois, on nous confond avec des Comoriens. Oui. C'est trop bizarre. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Il y a une ressemblance entre nous et les Comoriens. S'il y a des Comoriens par là, il faut nous dire. Il faut nous dire, oui, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir. Et ça fait mal, franchement. Parce que tu marches dans la rue et tu entends des gens parler le Wolof et tu te dis, ah tiens, des compatriotes. Mais c'est sûr qu'eux, ils ne vont jamais te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître, en fait. Et c'est trop frustrant. C'est vraiment frustrant. Et d'ailleurs, il faut qu'on y ait un jour. Il faut qu'on aille loin, Inch'Allah, pour voir. Peut-être qu'on a un ancêtre commun, qui sait? J'ai pas compris. Peut-être qu'on a un ancêtre commun. Mais c'est vrai, peut-être. Peut-être, non? Parce qu'à chaque fois, on nous confond avec des Comoriens, donc c'est grave ça. Donc bref, tout ça pour dire qu'on peut se sentir très très isolé, d'autant plus qu'on n'a pas les mêmes habitudes et surtout pas la même culture. Il y a également la pression sociale, plus la pression de devoir s'adapter dans cette nouvelle société. Donc,
être obligé de s'adapter aux gens. Au français. Ah oui, mine de rien, c'est quelque chose, là. Le fait de devoir parler français tout le temps. Parce que même à l'école, pendant les pauses, on parle de Wolof. Donc, c'est vraiment dur. C'est ça, en fait. Le climat aussi, qui nous joue des tours. Pendant l'été, il fait tellement chaud. Oui. Une chaleur qu'on n'avait même pas, en fait, au Sénégal. Et pas du tout. Et pendant l'hiver, il fait trop froid aussi. On a tellement froid. Il y a également le décalage horaire. Et ça... Et les changements d'heure aussi, ça perturbe. Ça perturbe un peu. Et la nourriture, comme je te disais tout à l'heure, tout autour de la nourriture est difficile pour nous parce qu'il faut faire attention à ce qui est halal ou pas. Donc, la viande halal, des choses. Même la pâtisserie, hein. Moi, je ne savais même pas que dans la pâtisserie, il fallait faire attention. Je ne savais même pas. Et j'ai acheté des cheesecakes comme ça avec des hauts. Si ça se trouve, il y a de la gélatine d'origine animale dedans. Il faut bien regarder les ingrédients et tout. Et ça, c'est un peu chiant. Mais bon, oui. On fait avec. Et il y a également la nostalgie de la famille. Oui. La cuisine sénégalaise. Le chien de Dieu. Le soupe kanja. Le cerveau, tout ça là. Tout ça. Même si tu achètes ça ici, hein, moi je trouve que le goût, il ne se l'a jamais fait. C'est trop bizarre. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... La nourriture, en fait, ça te ramène des souvenirs. Il n'y a pas que des ingrédients pour moi. C'est ça, en fait. C'est tout un monde, la nourriture. La cuisine, je veux dire, c'est tout un monde. Et c'est pas pareil, c'est pas pareil. Oui. Tout ça, ça a bien sûr des conséquences sur l'étudiant. Des conséquences sur sa vie, sur son mental. Donc, comme on l'avait dit tantôt, avec la tristesse, l'anxiété, les épisodes de pleurs, hein, comme on l'avait dit la dernière fois, tu pleures beaucoup, n'est-ce pas? Le sentiment de solitude, des fois tu te sens vraiment très isolé. Et même tu peux rencontrer tu peux vivre des choses que tu aurais aimé pouvoir partager, mais tu te dis, ah, si je le dis à ma famille, ils vont juste s'inquiéter, hein, et ils ne pourront pas y faire grand-chose, donc tu préfères la garder pour toi-même. Voilà. Et aussi, donc, la perte de confiance en soi, surtout ça aussi, je pense que c'est toujours lié au fait qu'on est isolé et qu'on se sent seul, notamment avec, comme on avait dit tout à l'heure, lorsque tu es la seule personne qui est différente dans ta classe ou ce genre de choses-là. Et donc, des conséquences aussi sur les études, la baisse de motivation, les difficultés de concentration, les retards dans les révisions. Et donc, ça va bien évidemment impacter les notes. Ça peut aussi avoir des conséquences sur la vie sociale, comme donc on avait dit tantôt, l'isolement, des difficultés à se faire des amis, le repli sur toi, sur soi plutôt, et aussi bien évidemment la fatigue, les troubles du sommeil, hein, les pertes ou prises d'appétit, et donc pertes ou prises de poids qui vont avec. Vraiment, ça peut avoir plusieurs conséquences sur la performance de l'étudiant et sur sa qualité de vie en général. Exactement. Et il y a des stratégies efficaces pour surmonter et vivre avec le mal du pays, comme le fait de se créer une nouvelle routine pour être stable et éviter l'anxiété. Donc, par exemple, se lever à la même heure, cuisiner des repas du pays régulièrement, occuper son esprit par, je sais pas, la lecture, sortir un peu, marcher. Ne faites pas comme nous, s'il vous plaît. Il faut sortir. Ne faites pas comme nous, il faut sortir. Surtout, ne faites pas comme nous. On donne des conseils. Parce que nous, on donne des conseils en fait qu'on aurait aimé, qu'on nous donne et qu'on aurait aimé surtout appliquer. Parce que si je suis honnête avec vous, sincèrement, moi je suis tout le temps cloîtrée chez moi, je ne sors jamais. Et ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Tu n'es pas là seule, franchement, tu n'es pas là seule. Et donc, rester en contact avec sa famille. Ça, c'est très important. Pas trop, parce qu'il ne faut pas. Ah, tu penses que si on est. Même si, tu penses qu'on peut être vraiment dépendant si on les appelle trop? Je pense, oui. Parce que sinon, en fait, on ne va pas pouvoir nous adapter comme il faut. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tu vois. Si, je comprends ce que tu veux dire. Avant, moi, c'est ce que je faisais. Mes premières années, j'appelais tout le temps ma mère et ma soeur. Tout le temps. Et ça, je pense que ça peut faire que... Peut-être que tu as du mal à réaliser que
maintenant, c'est vraiment... Ils sont vraiment très loin de toi. Mais que les choses vont changer, quoi. Il faut également s'entourer et ne pas trop s'isoler, comme on disait tout à l'heure, en participant aux activités du campus, par exemple, en intégrant des associations d'étudiants, de la même nationalité que vous ou pas, peu importe. Ou bien juste des associations, en fait, qui ont pour but d'aider. C'est toujours bien, quand même. Se faire des amis. Oui. Mentalement, donc faire des activités mentalement. Faire des activités physiques. Prier, faire des istighfar. Ça aide beaucoup. Écrire également, faire du journaling. Et enfin, se rappeler de temps en temps pourquoi on est là. Parce que le mal du pays ne disparaît pas en un jour. Il devient plus léger, en fait, à mesure qu'on construit une nouvelle vie dans son nouvel environnement. Oui, vraiment conclure. En fait, le but de notre épisode, c'est vraiment de vous dire que si là, présentement, vous souffrez du mal du pays, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui ressentent la même chose et qui sont dans un cas similaire que le vôtre. Et donc, dites-vous que ça va aller mieux, même s'il y a des jours où ça va peser un peu plus que d'autres jours, comme pendant les fêtes, ou voilà, lorsqu'on a une mauvaise journée à l'école, des choses comme ça. Mais dites-vous que ça va passer. Et dites-vous aussi que ça, c'est juste pour un temps défini, c'est temporaire, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Et profitez-en de ce temps-là pour vous découvrir, pour apprendre plein de choses, parce que c'est juste une expérience et ça nous enrichit tout simplement. Et ça va aller mieux, Inch'Allah. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à en demander. Parlez-en. Connectez-vous aux autres. Essayez de vous entourer du mieux que vous pouvez. Et sachez que vous avez plus de force que vous pensiez en avoir, toujours. Exactement, voilà. Et sachez aussi que c'est normal, c'est humain. Et ça va toujours finir par aller. Comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a des jours où ça va peser beaucoup plus. Et il y a des jours où, voilà, vous allez l'oublier, quoi. Vous allez vous en sortir, ça va aller. On vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, la partager aussi, et de nous soutenir. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.